Alors, tout le monde, bienvenue au Centre de presse. Ce matin, on va parler de hockey. Et d'ailleurs, on a une météo de hockey encore en ce 9 avril. On reçoit les Saguenayens de Chicoutimi qui sont avec nous. Vraiment, toute l'équipe, un éventail de personnes dans l'administration décisionnelle, commençant par la droite, l'entraîneur-chef des Saguenayens, M. Patrice Bosch, qui est avec nous. Au centre, le directeur général, Marc Fortier, et le co-gestionnaire, un des co-gestionnaires des Saguenayens, M. Laval-Ménard. Donc, comme c'est la coutume, vous allez avoir un 8-10 minutes d'introduction. Par la suite, on va passer aux questions des journalistes. Vous me ferez signe pour les questions. Donc, on va commencer. Je pense peut-être M. Fortier qui va débuter ou votre introduction. C'est à votre choix, là, qui aura un mot d'ouverture. Oui, bon, d'abord, merci d'être présent ce matin. C'est pas ma première expérience là, d'un cercle de presse. Et puis, je pense que c'est toujours apprécié là, de venir rencontrer les journalistes. Sûrement que vous allez avoir des questions dont vous allez rechercher quelques réponses. On va essayer de répondre du mieux qu'on peut à certaines questions et puis en espérant d'être capable de répondre à pratiquement toutes les questions. Mais c'est... vous savez, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une situation particulière. Hein? Quand on dit sur la glace, c'est l'histoire d'un peuple, l'équipe de hockey. Ça en est également du point de vue journalistique. On sait que vous avez ça à cœur. On sait que les gens ont faim d'informations et puis ils veulent être à la fine pointe de l'information sur les Saguenayens. Alors, de venir échanger ce point de presse-là, ça fait toujours plaisir. Je dois, pour commencer, honnêtement, vous dire merci parce que la relation qu'on a avec la presse est dans le respect. Je crois sincèrement qu'on est là toujours lorsque vous avez besoin. Puis d'un autre côté, vous respectez lorsque il y a des moments où on aimerait mieux pas rencontrer des médias pour peu importe les raisons. Alors, la relation est excellente. On espère qu'elle va continuer comme ça. Mais spécialement, là, je vous dirais qu'en deuxième moitié de saison, lorsqu'on passe dans des moments comme on a passé là, à travers une tempête, on apprécie le respect justement qui est fait de la part des journalistes. On ne vous demande pas de nous surprotéger puis de dire qu'on est beau, grand et fin lorsque vous jugez que c'est pas nécessairement comme ça. Mais comme je vous dis, quand ça reste dans le respect des choses, je crois que c'est une chose qu'on doit apprécier, puis on doit le noter justement quand ça se produit. Alors, je ne sais pas si tu voulais qu'on parle un petit peu de la saison, du bilan tout de suite, à attaquer ça. Oui. OK, alors, grosso modo, vous avez tous un peu vécu la même expérience que nous cette année. Si vous me demandez, est-ce qu'on est satisfait de notre saison, je serais un peu malhonnête de dire qu'on est satisfait. C'est sûr et certain qu'on a vécu certaines déceptions. On s'est fixé un plan de match. La façon que ça fonctionne, on se rencontre pendant l'été. On avait une nouvelle organisation qui est en place là, c'était leur deuxième année. On s'est fixé un plan à court, moyen et long terme avec l'organisation. Et puis, on a décidé de se faire un plan de match qui avait été un peu différent peut-être des années auparavant, avec beaucoup de respect pour ce qui a été accompli dans le passé avec les gestionnaires qui étaient en place. Mais un nouveau groupe de gestionnaires veut dire une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de voir les choses. Et puis, on s'est rencontrés avec nos 4 co-gestionnaires et puis on a établi un plan que moi et Pat étions à l'aise de travailler là-dedans. Et puis, vous savez qu'on avait des décisions à prendre aux fêtes. Quand on est arrivé aux fêtes, on était quand même, je crois, à 2 matchs au-dessus de 500 lorsqu'on est arrivé à la période des transactions. On a eu des grosses décisions à prendre, puis vous savez tous les décisions qu'on a prises. Je vais vous dire honnêtement qu'on s'attendait à une tempête, puis on se l'était dit. Là. Tu ne peux pas échanger 2 joueurs d'importance comme Hudon et Sylvestre sans avoir des répercussions sur le rendement de l'équipe. Alors, c'est sûr et certain qu'on s'attendait à une tempête. Ce qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'on ne s'attendait pas que la tempête soit un tsunami. Alors, c'est un petit peu ça la meilleure façon de résumer la situation.
Qu'est-ce qui a provoqué le tsunami? C'est sûr et certain, c'était le départ de Hudon et Sylvestre, mais dans notre calcul, qui était comme pas calculé, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un Laurent Dauphin, qui était quand même le joueur le plus important des Saguenayens, se blesse et puis qu'on le manque pendant pratiquement toute la deuxième moitié de saison. Et on ne s'attendait pas à ce qu'un Graham manque non plus un mois d'activité avec les Saguenayens. Alors ça, ce n'est pas une excuse, là. Ce sont des faits. Mais pour le reste, on savait qu'on avait quand même une équipe assez jeune. S'il y a une satisfaction à tirer de notre deuxième moitié de saison ou de notre saison en général, moi je dirais c'est de la façon dont Pat a géré le personnel qu'on avait. Il n'y a pas grand 16 ans dans la Ligue qui ont joué comme les nôtres ont joué. On s'est retrouvé après les fêtes avec 4 joueurs de 16 ans, ce qui est assez rare dans une organisation, d'avoir autant de jeunes et de jouer autant avec des rôles aussi importants. Moi, je peux vous dire une chose, c'est un investissement qui va être très, très payant. Et puis, ça peut être payant justement dès l'an prochain parce que l'expérience que ces jeunes-là sont allés chercher, spécialement en deuxième moitié de saison, ça va être plus que bénéfique pour l'organisation. Merci beaucoup, M. Fortier. On va passer au... J'avais pas fini. Ah, vous n'avez pas fini? Non, c'est vrai. T'inquiète. Il n'y a pas de problème. C'est pas le premier invité qui essaie de prendre la photo du sac de presse. Là. Ça s'est déjà arrivé. J'avais vu Frédéric Tremblay. Donc, il y a certains collègues que je ne verrai pas. Donc, si vous voulez poser des questions, simplement vous présenter au lutrin. Et puis, donc, si vous voulez prendre la place de Frédéric par la suite. Donc, Frédéric Tremblay, la Société Radio-Canada. Oui, j'ai plusieurs questions. On va commencer avec une petite question avec une. philosophique. Justement, suite à la semaine passée, à l'annonce qu'on a eue, il y a été beaucoup question de grand marché versus petit marché. Il y a 18 clubs dans la Ligue. J'aimerais savoir, selon vous, autant Patrice que Marc que Laval, c'est quoi la définition d'un petit marché en 2014 et qui sont les gros marchés maintenant? Parce qu'on en parle souvent entre nous, mais les gens, des fois, qu'est-ce qui détermine un petit marché? C'est-tu l'aréna? C'est-tu le budget? Donc, une définition, selon vous, c'est quoi un petit marché et qu'est-ce que ça implique d'être à la tête d'une équipe dans un petit marché? Honnêtement, c'est une bonne question parce que c'est pas que j'ai pas la réponse ou j'ai la réponse, mais c'est sûr et certain que on établit, je crois qu'on établit la grosseur d'un marché, plusieurs facteurs. Je vous dirais probablement les propriétaires de l'équipe sur le point de vue financier, la grosseur de ville, la grosseur des amphithéâtres et ces choses-là. Alors, gros marché, moi je te dirais, c'est une question embêtante, de vrai, parce que dans la réalité, là, ce qu'on véhicule, admettons, là, qu'est-ce qu'il y aurait comme gros marché? Là? On parlerait de Québec, on parlerait de Blainville, on parlerait de Moncton, de Saint-John's et Halifax. Je crois que ces 5 marchés-là sont considérés comme des gros marchés. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Je te dirais que grosso modo, ça ressemble à ça. C'est sûr que quand tu regardes les 5 organisations, tu regardes en arrière qui chapeaute cette organisation-là. Tu sais, le calcul vont dire, les remparts, c'est quand même des gens d'affaires bien implantés qui ont réussi. La même chose avec Vidéotron, avec Québécois en arrière de Montréal. Monsieur McCain, les frères McCain là, avec St. John's, Monsieur Irving avec Moncton et avec Bobby Smith et son groupe à Halifax. Alors, je crois qu'on calcule ça de cette façon-là. Les marchés du milieu, on parle d'organisations comme nous les Saguenayens, comme Rimouski, comme Shawinigan, c'est des marchés Gatineau. Mais pourquoi qu'on les établit comme ça, Frédéric? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est établi comme ça. Là. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Là, même moi, je ne peux pas te dire. Là, je serais prétentieux de juger moi-même
qu'est-ce qui fait qu'on est un gros marché ou pas. Là. En termes de hockey, quel impact ça... Là, on comprend la justification de Frédéric, c'était pour la Coupe Memorial, mais en termes de hockey, au jour le jour, ça représente quoi d'avoir un plus petit marché en termes d'attrait pour les Européens, en termes d'attrait pour les joueurs? Parce que dans le fond, est-ce que vous êtes vraiment à armes égales avec les gros marchés en termes de hockey? Financièrement, peut-être qu'avant, ça faisait une différence, mais maintenant, avec les règlements de la Ligue qui sont tissés vraiment serrés, je ne crois pas que l'aspect financier puisse devenir un avantage pour un gros marché ou au détriment d'un autre. Là. Il y a des règles très sévères. On a vu dans l'Ouest et l'Ontario des équipes qui ont essayé de profiter justement de ce côté financier-là, où qui ont été mis à l'amende et ont des grosses sommes d'argent de pénalité. Il y a des choix repêchage qui ont été donnés en punition, si tu veux. Alors, ce point de vue-là, je ne penserais pas que ça soit déterminant autant qu'avant pour une équipe. Où ce que ça peut être différent, c'est justement sur avoir qu'est-ce qui est attrayant pour un joueur de venir jouer à Chicoutimi ou à un autre endroit. C'est sûr et certain, on ne se cachera pas qu'encore une fois, on oublie la question financière. Un endroit comme Québec, la ville de Québec, le Colisée et tout ce qui se rattache à cet endroit-là, d'avoir 10 à 12 000 personnes, c'est sûr que c'est attrayant pour un jeune. Pour un Européen qui vient de se retrouver dans une ville comme ça, c'est attrayant. Mais, je vais vous dire au-delà de ça, je crois que à la base, ce qui est le plus attrayant pour un joueur, ça va être la qualité de ton équipe. Parce que je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a bien des joueurs qui... sans manquer de respect à des organisations, mais il n'y a pas longtemps, il y en a du monde qui disait « Ah, ben Bécomo, personne ne semble vouloir aller là. Ah, Val-d'Or, personne ne semble vouloir aller là. » Pourtant, avec l'équipe qu'ils ont, ben, tout le monde veut aller là. Alors, tout le monde... Fait qu'à la base aussi, un joueur veut être dans une équipe gagnante, il a le goût de gagner. C'était la même chose à l'époque dans la Ligue nationale. Personne ne voulait venir à Québec avec les Nordiques. Tu sais, on disait, là, les Nordiques, la langue, c'est un petit marché. Tu sais, il y avait toutes sortes d'éléments où les joueurs disaient qu'ils ne voulaient pas venir, mais aussitôt que les gars arrivaient à Québec, ils ne voulaient plus partir de Québec. Alors, c'est un peu comme ça, je crois, pour les marchés plus éloignés. Mais une fois que tu as une équipe gagnante, j'ai pas entendu personne, moi, qui se plaint d'être allé à Bécomo, d'être allé à Val-d'Or. Tout le monde est bien heureux. Merci. Prochaine question, Jean Houle, TVA. Marc, même durant l'hiver, plusieurs partisans disaient « Ouais, OK, c'est beau la Coupe Memorial, ça va être un beau party, ça va être le fun, ça va être du hockey au calibre au Centre Georges Vézina, mais l'équipe va payer le prix après. » Tu as parlé toi-même de la jeunesse de l'équipe tantôt. Tu as des jeunes de 16 ans qui, même l'an prochain, à la défense, en fait, ça te prendrait 4 défenseurs qui peuvent jouer 20-25 minutes si tu as vu la Coupe Memorial. Ça te prendrait une attaque plus expérimentée. Est-ce que quelque part, ça va permettre, le fait de ne pas l'avoir eu, le positif, s'il y en a, ça va être de permettre à tes jeunes de se développer à un rythme qui est vraiment plus normal selon leur âge, justement? Bien, il y a 2 éléments là-dedans. Jean, tu as bien raison. Écoute, premièrement, moi, là, de la façon que j'ai vu ça, j'ai pas regardé le prix que ça nous aurait coûté d'avoir la Coupe Memorial. Pour moi, je me disais, c'est un événement, c'est une occasion unique d'avoir un événement comme ça. Si on avait eu la chance de l'avoir, on aurait sauté dans le défi à pieds joints. Là. C'était vraiment le but, c'était de l'avoir. Avoir eu les Coupes Memorial, c'est sûr et certain qu'il y a un prix à payer pour ça. OK? Et c'est sûr et certain que l'avoir eu, OK, même si tu te fixes des objectifs, mettons qu'on dit, on a ciblé 5 joueurs chez les Saguenayens intouchables. C'est sûr que tu arrives après ça, l'année prochaine, au Fight, puis il te manque un élément que tu juges que si on allait chercher ce gars-là, ça pourrait faire toute la différence entre peut-être se présenter à la Coupe Memorial puis gagner la Coupe Memorial. Un peu comme Shawinigan a fait lorsqu'ils sont arrivés au Fight, puis sont allés chercher Ellis, sont allés chercher Gormley. S'ils n'avaient pas été les chercher, on ne sait pas, ils n'auraient peut-être pas gagné la Coupe. Mais on sait une chose, c'est qu'en allant les chercher, ils ont gagné la Coupe. Mais ça, il y a un prix à payer pour ça. Et le prix à payer, c'est que ça donne des années ensuite de ça qui sont plus difficiles. OK? On l'a vu avec Shawinigan les 2 dernières années. Ça n'a pas été nécessairement facile l'année passée, entre autres. Mais si tu me demandes, moi, Jean, le directeur gérant, là,
si je pense pas, mettons, pour le produit qu'on offre à nos partisans, puis tout ça, si tu me dis, Marc, tu as la chance d'échanger ton équipe, puis d'avoir une couple d'années de misère, puis te retrouver avec une bannière au plafond du Centre-Georges Vézina, tu sais, je choisis peut-être la bannière. Là. Parce que le but, dans le fond, de faire du hockey, c'est ça. C'est d'aller chercher, c'est le rêve, c'est d'aller chercher une bague, c'est d'aller chercher une bannière pour que tu sois immortalisé à jamais. Alors, si tu fais juste du hockey pour dire, bon, on fait ça pour faire une belle petite saison, tout le monde est content, on a fait notre sortie, ben c'est correct aussi qu'une organisation qui décide de faire ça comme ça, c'est correct. Mais moi, en tant que gars de hockey, qu'est-ce que je veux faire? Moi, c'est de donner une bannière aux gens de la région. Mais ça, il y a un prix à payer pour ça. Tu comprends-tu? Mais quand tu as la Coupe Memorial déjà assurée, ben au moins, tu as une chance de plus. Parce que quand tu arrives aux fêtes, là, c'est pas juste l'équipe haute qui va à la Coupe qui se déshabille. Tu as peut-être 3 ou 4 autres organisations qui y croient, eux autres, puis qui se disent, ben nous autres ici, crime, let's go, on est all-in, puis on fait les moves qu'ils font. Pourtant, il y en a juste un qui va gagner. Il y en a 4 qui sont des culottés. Alors ça, c'est bien plus difficile quand tu vides, puis tu gagnes pas après. Ça, c'est difficile à accepter pour les partisans. Puis tu sais, à Shawinigan, tu demandes aux gens, les gens disent c'est plate en maudit, mais garde-moi la bannière en haut. Tu sais, ça achète un peu du temps, puis c'est le but ultime. Puis je suis sûr que la sensation que ces gens-là ont vécue à Shawinigan, je suis sûr qu'ils vibrent encore aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je te dis, avoir eu la Coupe, ça aurait été unique, ça aurait été le rêve de tout le monde qui est assis ici. Mais je ne vous cacherai pas qu'il y aurait peut-être eu un prix à payer qui aurait été peut-être un peu plus élevé que ce que nous allons faire dans les prochaines années. Merci. Prochaine question, Thomas Verville, Bell Média. En fait, la question s'adresse à vous trois. J'aimerais savoir, je vais revenir sur les séries éliminatoires, comment est-ce que vous avez interprété le message des spectateurs, c'est-à-dire de ne pas vraiment se présenter au Centre-Georges? Il y avait un peu plus de 1000 personnes. Puis, pour ce qui est des gestionnaires, M. Ménard, dans quelle mesure est-ce que ça a été une déception de voir la non-réponse des spectateurs? Ben, franchement, là, l'assistante au cours des derniers matchs, moi, j'ai pas été vraiment surpris. Pour les raisons suivantes, c'est que d'abord, on était un peu tout le monde un petit peu alentour de l'équipe était quand même en douleur parce que on avait de la difficulté à compter des buts et on avait de la difficulté à compter les matchs et les gens connaissent le hockey. Puis il y en a plusieurs qui ont préféré ne pas se présenter à l'aréna parce que ça fait mal. Les gens viennent pas nous voir perdre, là. Ils viennent nous voir gagner. Il y a différentes personnes dans l'aréna, là. Il y en a, d'ailleurs, les 1280 qui étaient là, ces gens-là étaient capables de vivre avec ça probablement parce qu'on a eu de la misère à gagner. Alors, de ce côté-là, la réponse, moi, je la prends pas négativement. Je la prends positivement. Il y avait quand même 1280 personnes. Puis les gens, nos chances de gagner un match étaient difficiles. Là, étaient quasiment un miracle. Il faut dire les vraies affaires. Là. C'était difficile. Et après ça, ben, ça se passe à l'intérieur d'une semaine. C'est-à-dire que tu te ramasses en plein mardi soir, en plein mercredi soir, pour jouer tes 2 matchs de série. C'est certain que quand tu as une chance de gagner, le momentum est là. On n'était pas dans un momentum. Puis si je regarde les assistances présentement, je regarde les assistances présentement à Blainville puis à Rouyn-Noranda, là, regarde, on va dire, on n'a pas de complexe à avoir. Moi, je dis qu'on a un public en or extraordinaire ici, puis ils croient aux Saguenayens, puis il y en a plusieurs qui n'avaient pas envie de souffrir. Par contre, il y en avait qui avaient envie de dire bonjour à nos joueurs pour finir l'année. Alors moi, pour moi, il n'y a pas de message là-dedans. C'est une réaction humaine, une réaction de partisans normale. Puis en plein mardi soir, mercredi soir, c'est aussi plus compliqué. Surtout quand tes chances sont minimes d'aller chercher les matchs. Le momentum n'était pas là. Puis le hockey, c'est une affaire de momentum sur la glace, puis aussi pour les spectateurs. Parce que quand tu as le momentum différent, tu montes à 4000. Tu comprends-tu? Alors, c'est dans l'ordre des choses d'avoir vécu ça, je pense. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux. Ça ne veut pas dire que c'est pas frustrant un peu. Oui, c'est douloureux.
Mais comme on avait un plan de match pour aller chercher... comme on avait un plan de match, on savait qu'on allait souffrir, ça allait être douloureux. Mais à la fin, tout le monde a souffert dans les 2 derniers matchs. Puis moi, je vois pas ça négativement. Pas du tout, parce qu'il y avait quand même il y avait 1280 personnes qui sont venues. Puis c'est une bonne base pour une équipe junior majeure, là. Parce que si vous regardez les assistances ailleurs, même pendant les séries actuellement, là, il y en a qui n'ont pas 2000 personnes. Là. Alors moi, là, merci à toutes. Moi, je profite de l'occasion pour dire merci à nos spectateurs depuis le début de l'année. On est à 7000. On est à 7000 de moins en assistance cette année. Ça veut dire à peu près 200 personnes par match. OK? Alors, évidemment, comme le hockey, il y a des faits qu'on ne contrôle pas. Je pense qu'il y a des faits qu'il faut relever quand même. Je pense que le pont, cette année, nous a fait mal pour l'assistance. Par contre, il y en a d'autres qui l'ont passé, le pont. Il y en a qui ont fait 1 heure de route pour venir nous voir, mais ça a fait mal un peu. Après ça, il y a quand même le contexte de la grève d'automobile aussi qui nous a... on a beaucoup de clients là-dedans. Là. Ça fait ce 200 personnes qui nous manquent à chaque match, il y a un contexte à ça. Puis après ça aussi, on a appris des affaires à notre 2e année, c'est-à-dire que l'automne était un automne, qu'on appelle l'automne indien, était assez spécial cette année, là, tu sais. Alors, cette année, on a essayé de planifier nos matchs, notre planification pour avoir moins de matchs dans cette période-là. Puis après ça, je dirais aussi, encore une fois, la température cette année. Tout le monde a vécu la même chose au Saguenay, là. Il fait fret, puis il fait fret, puis il fait fret, puis il fait encore fret. Puis on a eu 2 vendredis avec une tempête que personne ne voulait sortir, là. Alors, si tu mets tout ça dans la balance, là, le monde a très bien répondu au Saguenay cette année, puis je suis convaincu qu'il va être là l'an prochain. Merci. Jean Houle, TVA. 2 petites questions qui sont assez faciles à répondre. Considérant que l'équipe, dans 2 ans, normalement, avec le potentiel des jeunes qui sont là, devrait encore être très près du sommet, sinon pas trop loin. Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise? Allez-vous demander à la Ville de vous appuyer pour l'obtention du tournoi, la Coupe 2017? Qui veut répondre à ça? Tu maintenant? Ben, je pense qu'on n'est pas rendu là. Tu veux dire, on n'est pas rendu là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un deuil difficile à prendre pour le comité organisateur qui a travaillé extrêmement fort pour monter ça, dont Phil Desgagnés qui est présent ici, là. Alors, mais par contre, je peux vous dire une affaire, c'est qu'il va y avoir d'autres projets. Parce que si c'est pas la Coupe, ça va être d'autres projets. Mais là, je ne suis pas en mesure, moi, de terminer ça, parce que c'est la Ville qui a demandé, la Coupe mémoriale en collaboration, en alliance avec nous. Mais là, gars, on a d'autres choses à vivre avant ça, là. Parce que tout le monde semble avoir été unanime sur la qualité de votre candidature, que si ça n'avait pas été de Québec, vous auriez battu à peu près n'importe quelle organisation de la Ligue avec ce que vous avez présenté. Alors, dans 2 ans, ça ne devrait pas être très, très différent. Ben, moi, en tout cas, ma vision personnelle, c'est qu'on n'a pas de chance égale contre Québec. Puis, j'ai pas envie de rester 2e toute notre vie, là. Parce que Québec, c'est Québec. J'ai rien contre Québec. Ils ont l'infrastructure, ils ont tout ce qu'il faut. Mais pour avoir une chance égale, là, il faut qu'il y ait des changements au niveau de la candidature. Alors, moi, là, j'avais demandé à M. Courteau si on était capable de présenter la Coupe. Il m'a dit oui. J'ai demandé si Québec était capable. Il m'a dit oui aussi. Alors, si on est capable, on est capable. Il faut avoir un... Parce qu'à chaque fois qu'on va pitcher contre Québec, on va être 2e, là. Alors, moi, je pense qu'il y a peut-être une évolution à faire au niveau de la candidature, au niveau de... Il y a peut-être une méthode, il y a peut-être une façon différente d'attribuer ça. Si on est capable, on est capable. C'est ça que je veux dire. On est capable. Alors, mais ça veut-tu dire que si Québec est là à chaque fois, on devient plus capable? C'est ça la question. En principe, en 2017, ils ne seront pas là. Oui, mais en tout cas, je parle de cette année. Là. Quand on est encore un petit peu... On est un peu sur la fin de ça. Là. Alors, 5 matchs des séries en 2 ans, est-ce que c'est
difficile pour boucler un budget à la fin de l'année? Ben, nous autres, quand on a pris l'équipe avec Alain, Martin puis Pierre-Marc Bouchard, on s'est dit que les profits, on les prenait, puis s'il y a des pertes, on les prenait aussi. Mais pour cette année, gars, je peux pas vous le dire parce Vous que... avez pris quoi cette année? Non, c'est pas terminé. Okay. Le bilan n'est pas fini. Il y a des entrées d'argent à venir. Fait que il reste que on n'a pas statué. Nous autres, notre fin financière, c'est le 31 mai. Alors, on va voir ça à ce moment-là. Partez-vous avec un profit généré l'an passé? Oui. Important? Tu sauras pas tout. Merci. J'aurais une question pour le gars à la table qui a trouvé ça peut-être le plus difficile. C'est l'entraîneur Patrice Bosch. Peut-être le gars qui a le plus hâte à l'an prochain. Faire des trios. Et puis bon, en fin de saison, on ne se le cachera pas. Il y a des trios qui étaient plus difficiles à créer. Comment a été la fin de saison avec un alignement qui était assez décimé quand même? Et quelle hâte vous avez pour l'an prochain? Mais écoute, la chose la plus difficile de la fin de saison, c'est de voir certains joueurs vraiment se défoncer puis pas avoir de résultats du tout. Je pense que ça, c'était la chose la plus difficile. Je pense que l'autre chose qui était difficile aussi, qui semblait injuste, mais qui en moyen long terme est très bonne, c'est de voir des jeunes comme Nicolas Roy, 16 ans, se retrouver au centre d'un premier trio, jouer contre les meilleurs défenseurs adverses à l'âge de 16 ans. C'était un peu le mettre dans une chaise qui était injuste. Sauf qu'en même temps, moi, je suis convaincu que l'expérience que les jeunes ont eue là, à moyen long terme, ça va être très bénéfique pour eux autres. De là à dire que nous, les entraîneurs, on a trouvé ça difficile, oui, mais notre travail à nous, à partir de Noël, c'était vraiment de développer les jeunes. C'était le mandat d'organisation qu'on avait. Je pense que ça a été très bien fait. On aurait aimé ça avoir des résultats. On les a pas eus. Mais comme je disais, c'est de voir des jeunes qui... Des soirs vraiment se défoncer puis pas avoir des résultats. C'est ça que j'ai trouvé le plus difficile pour eux autres. Pas pour moi, mais pour eux autres. Mais je me répète, je pense qu'à moyen long terme, ça va être très bon pour eux autres. Merci. Prochaine question, Frédéric Tremblay, Radio-Canada. Justement, vu que Patrice Bosch est bien réchauffé, ma question s'adressait à lui. 2 questions. Tout d'abord, c'était ta première saison à la tête d'une équipe du hockey junior majeur. Tu avais déjà été entraîneur-chef auparavant, mais là, c'est la première fois. Comment est-ce que tu as vécu ton année avec toute la couverture également médiatique? Parce que pour un entraîneur, c'est la première fois que souvent les propos sont rapportés quotidiennement dans un journal, les télévisions sont là. Donc, plus de visibilité auprès des partisans également, plus ouvert à la critique. Comment est-ce que tu as vécu les derniers mois ici? Mais premièrement, on m'avait avisé, on m'avait bien préparé en disant que les Saguenay de Chicoutimi, c'était gros au Saguenay, puis que il y avait beaucoup de visibilité, mais c'est sûr que là, on a une période difficile, mais c'est là que tu vois que c'est une ville de hockey. T'sais, on parlait des 1280 partisans. Moi, ces partisans-là, je les remercie. Ils ont supporté leur équipe jusqu'à la fin. Il y a des partisans qui m'ont arrêté en sortant à partir du banc jusqu'au vestiaire pour me remercier, pas moi, mais l'équipe. C'est une ville de hockey ici. Puis moi, je préfère commencer dans des situations difficiles dans une ville de hockey que d'aller dans un endroit où on ne parle pas de l'équipe puis avoir un succès moyen. Fait que pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est un fit parfait. Est-ce que j'aurais aimé que ça soit autrement en première année? Tout entraîneur qui commence sa première année préfère commencer avec une équipe là, à maturité, dans la gloire, c'est plus ça, mais c'est correct. Il faut commencer quelque part. Puis je pense qu'autant les joueurs que le staff puis l'organisation, ça va être payant ça aussi. Là. Et justement, par rapport à ça, avec cette visibilité-là, on sait que les gens peuvent être plus critiques. Selon toi, qu'est-ce que les gens attendent d'un entraîneur? Parce que des fois, les gens ont comme en tête des entraîneurs d'une autre époque, c'est-à-dire plus flamboyants, des déclarations avant les matchs, après les matchs. C'est pas le cas avec toi. Et souvent, les partisans interprètent ça d'une manière, des fois, qui n'est pas souvent la réalité. Les gens vont dire coudon, il est-tu impassible? Ça le dérange-tu? Tantôt, Pascal a demandé comment tu as vécu la situation. Comment, justement, est-ce que tu as vécu avec ça? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Ouais, est-ce que tu trouves que les partisans sont exigeants et on se demande quel type d'entraîneur ils recherchent maintenant en 2014? Non, mais premièrement, ils ont raison d'être exigeants aussi ici. Là, ça fait des années qu'ils attendent des résultats que nous, en tant qu'organisation, on doit amener. Mais il y a 2 choses. Premièrement, le hockey a beaucoup changé. Tu arrives comme entraîneur recru, tu montes sa bande à tous les matchs. C'est certain que tu as un appel de la Ligue le lendemain. C'est certain que tu as une facture qui arrive aussi. Ça, c'est une chose. De ce côté-là, la Ligue a changé. D'un autre côté, il faut voir aussi les joueurs que tu as devant toi. T'sais, nous, on a fait l'expérience, on l'a testé. Si je piquais une mini-crise
aux arbitres, souvent on perdait le focus sur notre banc. Ça, c'est une réflexion qu'on se fait nous autres. Quand tu as une équipe jeune, tu peux pas réagir de la même façon que quand tu as une équipe à maturité. À maturité, les joueurs vont se reprendre en main. Une équipe jeune, souvent, vont être troublés par ce qui se passe. On l'a vu pendant la saison, des fois, des mauvaises décisions de l'arbitre, ça a dérangé notre équipe. Un joueur qui se blesse, la blessure de Laurent Dauphin a énormément dérangé notre vestiaire. Il a fallu, nous, en tant qu'entraîneurs, de remettre les choses à l'ordre. Donc, la façon dont tu réagis, ce que tu dégages derrière un banc avec une équipe, avec la maturité qu'on avait, je pense qu'il faut être très vigilant. Puis ça, c'est une chose ça, c'est du coaching pour moi. Il faut que tu fasses attention. Merci. Prochaine question, Serge Aymon, Le Quotidien. La question pour Marc. Marc, maintenant que vous n'avez pas la coupe, on le sait. Pas surpris, t'as peur de moi? Je suis pas surpris quasiment. Je te vise. Je veux savoir comment tu travailles maintenant. Tu essaies de t'améliorer ou tu travailles au niveau de la jeunesse puis tu essaies de bâtir un club pour dans 2 ou 3 ans? Ben moi, le mandat ne change pas. Hein. Je crois que le message a été assez bien envoyé de la part de nos partisans. Puis même là, nonobstant de la façon que nos partisans ont démontré leur mécontentement, notre plan, on continue à le suivre. Et puis c'est un peu comme ça. Hein. Tu sais, nous autres, dans le fond, là, on sépare on sépare la Ligue en 3 tiers, si tu veux. Tu sais, le classement de 1 à 6, de 7 à 12, de 13 à 18. OK? Cette année, on était dans le dernier tiers. Nous, on s'est fixé comme organisation dans les 7 prochaines années d'être dans le premier tiers. C'est bien normal. Je pense que c'est le but. Tu veux toujours finir le plus haut possible et tout. Sauf qu'à un moment donné, pour arriver en haut, là, tu peux pas arriver devant l'échelle puis partir en plein milieu de l'échelle. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu partes en bas puis que tu montes l'échelle éventuellement. Bien, pour ça, spécialement dans le hockey junior, parce que je vais employer encore un terme que j'emploie souvent, mais qui est la réalité, le hockey junior est cyclique. Alors, c'est pas comme si tu arrives dans le pro puis tu signes un gars pour 10 ans. Bien là, tu peux dire, les 10 prochaines années, là, j'ai une bonne idée du 3/4 de mon noyau que je vais avoir. Alors que dans le hockey junior, après 3 ans, 4 ans, tu retombes en bas de l'échelle. Peu importe l'équipe que tu as. Alors, c'est sûr et certain que lorsque tu veux te retrouver dans le premier tiers, c'est difficile d'être là année après année. Malheureusement, tu dois revenir. Alors, c'est un peu ce qu'on a fait. C'est un peu comme organisation ce qu'on s'est dit. On a dit, on va bâtir avec du repêchage. On va développer des jeunes. On va les amener tous à maturité ensemble. Et si on fait bien nos choses, on devra avoir une équipe qui, lorsqu'ils vont venir à maturité, va être dans le premier tiers. Alors, c'est un peu comme ça qu'on s'est mis comme philosophie d'organisation, de monter les étapes, de monter l'échelle et de se retrouver dans le top 6. Est-ce que ça va être l'année prochaine? J'espère. Et c'est là-dessus que je vais travailler. Parce que moi, Coupe Memorial ou pas, on est là, on est à monter une équipe où l'année prochaine, elle va être compétitive et que si tu regardes notre groupe d'âge présentement, l'année prochaine, on va être compétitif et dans 2 ans, on devrait être vraiment un Nicolas Roy, un Frédéric Allard, un Jérémy Bouchard, un Bilia, tous ces gars-là qui vont arriver vraiment dans leur prime devraient être intéressants. Mais l'année prochaine, si on pense que Nicolas Roy va nous emmener lui tout seul dans le top 6, ça serait de se mettre un doigt dans l'œil. Alors, c'est pour ça qu'on va aller chercher des joueurs qui vont entourer ces gars-là, qui vont avoir une certaine expérience, qui vont venir nous aider. Et c'est un peu pour ça qu'on a pris nos décisions au fait. C'est pour que l'année prochaine, on rentre dans ce processus-là puis qu'on ait déjà une équipe compétitive sur la glace en septembre. Mais est-ce que ça ne sera pas tentant l'an prochain, vous parlez de tomber dans le top 6 et d'arriver le club à maturité avec les Roy, les Bouchard, les Allard dans 2 ans? Est-ce que l'an prochain, si le but des gestionnaires, c'était ça, c'est de vraiment s'assurer de monter au sommet? Est-ce que l'an prochain, rendu aux fêtes, ce ne sera pas tentant d'échanger un Laurent Dauphin pour aller chercher... Dans le fond, la grosse année, c'est peut-être dans 2 ans, et d'aller chercher des joueurs justement pour dans 2 ans. Si le but, c'est vraiment d'atteindre le premier tiers, est-ce que ce ne sera pas le temps de sacrifier un Dauphin l'an prochain? Bien, tu peux pas parler
7 mois, 8 mois avant sur comment que ça va être, parce qu'il y a tellement de facteurs qui vont être à considérer. Moi, je te dirais qu'à l'heure où on se parle là, il n'y en est pas question. OK? Mais on va arriver aux fêtes l'année prochaine, et moi, comme directeur gérant, c'est justement d'amener l'équipe où il faut. Bien, c'est sûr, on va s'asseoir aux fêtes, puis on va dire, OK, on est où au classement? Où c'est qu'on est positionné? Où c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce qui arrive avec les joueurs? Tu comprends-tu? Là, on s'assoit et on va prendre une décision d'organisation, de dire, on en est rendu où? Qu'est-ce qu'on fait? Par contre, même si on a des buts fixés, comme moi, le but qu'on a, c'est sûr, à un moment donné, on écoute les gens aussi, là. Tu sais, je te dirais que... Je vais dire une phrase comme j'aime dire. Moi, là, je respecte énormément nos partisans. Puis je le sais, j'ai été un ancien joueur, puis je le sais comment que la foule, c'est important. Par contre, moi, je suis plus un joueur, là. Je suis un directeur gérant. Alors moi, là, avec tout le respect que j'ai et avec toute l'écoute auquel je suis pour nos partisans, je ne peux pas gérer l'équipe sur l'émotion de nos partisans. Parce que si je fais ça, là, je vais changer d'idée tous les jours. Puis le meilleur exemple, je pense que on a un bon exemple d'un ancien Saguenay, c'est Marc Bergevin. Ça, on sait comment c'est à Montréal. Si Marc commence à gérer son équipe sur l'humeur des gens, sur ce que les gens ils disent qu'ils devraient faire ou pas, je pense qu'il ferait à peu près 10 échanges par jour. Comprends-tu? Alors, à quelque part, oui, on est à l'écoute des gens. Les gens nous ont envoyé un message. Ils veulent avoir une équipe compétitive. Je les comprends. Ça fait X nombre d'années que les gens sont patients et qui veulent des résultats, et on va leur en amener. Mais au-delà de ça, c'était dans le but, c'était dans le plan de match d'arriver. On ne change pas notre plan parce que les gens, ils n'avaient 1200 dans les playoffs. Là. Notre plan, nous autres, il n'a pas dérogé. Et on s'en va vers là. On espère que l'année prochaine, puis on est convaincu que l'année prochaine, avec les moves, avec les échanges qu'on a eus, qu'on va avoir un bon mix de joueurs qui va nous permettre vraiment de progresser. Mais, tu sais, là, même si on dira oui ou non, on ne sait pas comment ça va se passer la saison, comment que les joueurs vont réagir, comment que la chimie va être. Il y a plein de facteurs qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, où ce que ça va nous amener l'année prochaine aux fêtes, puis on va dire, OK, on est rendu où là, avec l'équipe, et qu'est-ce qu'on doit faire? On vend, on achète, le fameux cliché. C'est pas aussi clair qu'à Charles-Hudon l'an passé. Charles-Hudon, ça se dit, on le savait l'an passé qu'elle allait partir. Bien, on le savait, mais on ne savait pas à 100%. On ne savait pas à 100%. On avait dit, parce que là, on voyait qu'on devait refaire la construction, on devait presque repartir à zéro l'année passée, alors que là, on n'est plus à zéro. Là. Tu sais, on a monté, on n'est plus au début de l'échelle. Là. Alors, tu es en train de monter, tu te dis, c'est quoi, là, on redescend ou bien on continue à monter? Alors, c'est ça qu'on va faire aux fêtes, puis c'est là qu'on va analyser la situation en temps et lieu. Merci. Je ne sais pas si Serge Monte avait une autre question. Il y avait Bertrand Tremblay par la suite. Parce que Marc, tu as dit que le hockey, c'est cyclique, puis tu divises les équipes en 3 tiers. Depuis 15 ans, les Sags ont passé pas mal plus de temps dans le 3e tiers que dans le premier. Pourquoi? Bien, j'étais pas là. C'est pour ça. Non, c'est pas vrai. OK. Fais ton livre. Non. OK. Hey, je vais améliorer ma réponse. Je veux pas veux pas dire que c'était à cause que j'étais pas là que c'était comme ça. Je veux dire que je peux pas endosser. Ouais, je ne peux pas endosser les années que j'étais pas là. Alors, c'est pour ça que je te dis, moi, je suis en poste depuis seulement 3 ans. On a un contrôle, où j'ai le contrôle de ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, et j'en assume l'entière responsabilité, mais les 7 autres, c'est ça que je voulais dire, Serge. Okay, mais ça a bien sorti quand même. Hein? La première réponse était meilleure, mais bon, Serge, avec sa longue expérience, va choisir la meilleure pour le journal. Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Alors, mais si on se met à rêver, on a raté évidemment la présentation de la Coupe Memorial pour 2015, mais l'an prochain, on a encore les mêmes possibilités d'avoir une équipe qui va être dans le peloton de tête. Et peut-être, tel qu'on l'avait rêvé, de devenir champion de la Ligue. Si jamais ça se produit, est-ce qu'on va faire tous les... Et ce sera un couronnement de battre les As, de battre les remparts sur leur propre glace dans une éventuelle Coupe Memorial à Québec.
Maintenant, c'était pas ma question. Ma question, on voulait savoir aussi... C'est une réponse, vous, là, vous donniez, là, OK. Non, excusez-moi, juste avant de quitter, j'aimerais avoir la réponse, si c'est possible, en tout cas, si vous vous mettez à rêver un peu comme moi. En ce qui concerne le centre Georges Vézina, l'avantage qu'on a eu aussi de la possibilité de présenter la Coupe Memorial, c'était l'amélioration du centre Georges Vézina. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans cette amélioration du centre Georges Vézina? Ceci pour le bénéfice de l'amateur qui vous écoute, qui vous écoute à la télévision. Évidemment, je n'ai pas les détails. Je sais que les soumissions sont données. Il y a une partie qui est donnée, là. Mais on a eu une réunion la semaine passée, puis le projet il est en marche. Je peux pas préciser. Ça va se passer surtout au niveau des vestiaires. Ça, je le sais. Alors, c'est comme ça. C'est parce que c'est le temps que les vestiaires... c'est le temps que les vestiaires soient améliorés. Alors, de ce côté-là, je ne peux pas vous donner toutes les précisions, mais je sais une chose, c'est que c'est décollé, c'est en marche. On a eu une réunion la semaine passée parce qu'ils nous consultent, les architectes nous consultent un peu pour qu'on réponde à nos besoins, là. Alors, on a eu une réunion la semaine passée, une première réunion. On a échangé avec eux pour voir si le plan de la rénovation du vestiaire des Saguenayens était intéressant et surtout conforme à la modernité des nouveaux amphithéâtres. Alors, ça va de l'avant de ce côté-là, puis on est très heureux. Alors, c'est certain comme gestionnaire, nous autres, on participe d'ailleurs aux rénovations qu'il va y avoir au centre Georges Vézina. Est-ce que ça va se faire avant la saison? Parce que vous avez commencé la saison dans les travaux pendant plusieurs mois. Ben, je pense que ça fait 2 ans qu'on est dans les travaux, là. Mais c'est correct parce qu'on en bénéficie. Il faut voir le côté positif, intéressant. Comme là, on a des nouveaux locaux. On est très heureux de ça. Écoutez, on a un VIP renouvelé. Tu sais, c'est comme à la maison. On fait des rénovations, mais on en profite aussi, là. Puis l'amateur va en profiter aussi. Je pense que cette année aussi, comme organisation, là, on avance dans le sens que, regarde, on a un bel écran au centre Georges Vézina. Je pense que aussi cette année, dans l'animation, il y a eu des points positifs, très positifs. Alors maintenant, au niveau des facilités pour les joueurs, c'est important. On les a rencontrés avec Pat puis tout ça. Ça fait qu'il y a un échange qui fait que les joueurs vont avoir un meilleur environnement. Puis je pense qu'on est rendu là du côté du centre Georges Vézina, la modernité du centre Georges Vézina. Alors, M. Tremblay, c'est en bonne main, puis c'est parti. Nous, quand on reconstruit, c'est au complet, là. L'équipe, l'aréna, tout. Là, on fait ça tout d'une shot. Pas trop personnellement, là. Prochaine question. C'est sûr qu'il y a prochaine question, Alex Tremblay, Rouge FM. Moi, je suis un vrai gars de 30 ans du Saguenay qui a commencé à aller au hockey avec Félix Potvin. Je veux parler de goaler. Un vrai chialeux de goaler. Non, sérieusement, Pat ou Marc, Julio Bilia, est-ce que vous êtes satisfait de sa saison, de 1? Et de 2, est-ce que l'an prochain, il pourrait être plus seul, jouer la grande majorité des matchs, ou vraiment vous êtes un fan de l'alternance et on va continuer comme ça? Parce que là, c'était à peu près moitié-moitié avant la blessure à Graham, mais est-ce que Julio a fait le travail pour vous cette saison? Bien, honnêtement, je pense que ce qu'on a fait comme alternance, comme tu dis, je pense que ça a été bénéfique aux 2 gardiens de but. Graham avait besoin lui, de son côté, il avait vraiment besoin de se refaire, puis ça lui a permis de le faire. Julio Bilia, qui avait très peu d'expérience, c'était mieux comme ça que rentrer à temps plein. À cette heure, si tu me poses la question si je pense que Julio Bilia peut faire ménage seul, je pense que oui. On n'a pas pris de décision là-dessus encore, mais je suis très, très satisfait du travail de nos 2 gardiens. Absolument. Est-ce que les 20 ans sont décidés pour l'an prochain? Est-ce que Dominic Graham, ça en ferait un? Il y a encore un joueur en attente de Bécomo. Est-ce que vous êtes plus avancé dans la situation des 20 ans? Qui reste? Est-ce qu'un Simon Tremblay reste? Non, il y a une possibilité de plusieurs joueurs de 20 ans. À ce temps-ci de l'année, non. On n'a pas. Puis quand on a rencontré les gars, on leur a dit tout le monde allait avoir sa chance. Ça peut se déterminer au camp d'entraînement. Ou si jamais, d'ici le camp, il y a des échanges et on rentre de nouveaux joueurs, entre autres des joueurs de 20 ans, ben c'est sûr que ça va éclaircir les réponses un peu. Même question pour les euros. Est-ce que vous êtes satisfait, Liamkin et Poaka, puis est-ce que les décisions sont prises ou il est trop tôt?
Je pense que, premièrement, je suis pas un fan de l'alternance. Là. Je veux juste qu'on mette ça au clair. Je suis pas un fan de ça. Okay. Je pensais vraiment que c'était bénéfique pour les deux gardiens et surtout pour l'équipe. Mais moi, je pense que Nikita Liamkin, comme prévu, c'est un petit gars qui débarque ici, là, puis lui, il vient d'une petite ville en Russie. Parlait pas anglais. Là, il n'y a pas de Yes No Toaster. Il n'y avait rien du tout. On faisait du vidéo avec lui, avec l'interprète avant Noël. Ça a été excessivement difficile pour le petit gars de s'adapter. Puis comme prévu, je pense que la deuxième moitié de saison était de loin meilleure que la première. Donc les attentes sont là. Yanni Pouaka a marqué 19 buts cette année, ce qui est quand même assez exceptionnel. Puis là-dedans, il y a des buts en lancer de pénalité là, qui sont des buts gagnants, des buts excessivement importants. C'est un petit gars qui, même dans ses mauvais matchs, des fois on ne le voyait pas, il réussissait à marquer des buts. Donc à leur façon, ils ont fait leur travail. Mais ce que j'ai aimé de beaucoup, c'est la progression de Nikita Liamkin. Pour moi, ce que j'ai vu en deuxième moitié me donne le droit de penser qu'on a un joueur là, qui peut être assez exceptionnel. Le fait de pas avoir la Coupe Memorial, que ça aide pas Nikita Liamkin, que là, vous pouvez plus prendre la chance qu'il débloque l'an prochain. Tandis que si vous aviez eu la Coupe, il aurait peut-être fallu aller chercher tout de suite un Européen d'impact. Est-ce que ça n'a pas aidé justement Liamkin de ne pas avoir la Coupe? Peut-être un peu, mais on voit tous son talent brut. Ce qu'on voulait voir, c'est comment il peut rentrer dans un système de jeu. Quand je parle d'un système de jeu, c'est pas de retenir le joueur, là, c'est juste d'être fiable défensivement. Mais tu le sentais beaucoup moins nerveux en deuxième moitié. Là. Je pense que ça apparaissait beaucoup dans son jeu. Mais dans le vestiaire, déjà, il y avait des conversations avec ses coéquipiers, chose qu'il n'y avait pas en début de saison. Fait que ça a tout changé pour lui, je pense. Merci, Frédéric Tremblay. Marc Fortier, on sait que avec le fait que la Coupe aille à Québec, ça change un peu ton travail, ça change un peu tes cartes dans ta main. Je sais que tu ne mettras pas de carte sur table, mais Samuel Girard, tu avais déjà un peu manifesté un intérêt. On sait que c'est un petit gars de la région, un talent. On sait qu'il va sortir très tôt au repêchage. Est-ce que ça te donne une marge de manœuvre? Est-ce que l'intérêt est là? Est-ce que vraiment c'est dans les priorités, si possible, bien sûr, dans ton travail? Tu demandes à n'importe quelle organisation qui aurait la possibilité d'avoir un Samuel Girard dans leur équipe si ils ne feront pas un pitch. Je crois que l'équipe passerait à côté de quelque chose, là, de ne pas essayer d'avoir un joueur de cette qualité-là. Là. Moi, je le calcule dans des exceptionnels. Mais on ne se cachera pas, là. Il va sortir 1, 2 ou 3. Là. S'il n'est pas sorti dans les 3 premiers, je vais être le gars le plus surpris au monde, puis le monde du hockey au complet. Alors, 1, 2 et 3, là, il n'y aurait peut-être pas grand vendeur de ces choix-là. Là. Tu sais, là, on parle de Saint-Jean, on parle de Sherbrooke et on parle de Shawi. Alors, ce sont des équipes, justement, en reconstruction. Alors, sûrement des équipes qui se disent avoir un joueur de cette trempe-là pour le futur de notre organisation. Ils sont sûrement pas vendeurs et, s'ils le sont, il va y avoir un prix quand même assez haut pour ça. Mais est-ce qu'on va être dans le derby? Je te dirais que c'est sûr et certain qu'on va l'être. Et justement, le fait de ne pas avoir la Coupe Memorial, c'est sûr qu'on va peut-être s'investir un peu plus dans cette possibilité-là. Mais il y a toujours un prêt à payer pour ça. Et puis, c'est la même chose. Si on se déculotte de plusieurs choix et de tout ce que ce soit pour peut-être en souffrir à long terme, il faut l'évaluer. Mais on a l'opportunité d'avoir un joueur comme ça, un local. Ce serait le rêve de notre organisation, c'est sûr. Même pour une organisation que votre brigade défensive, disons que le futur Liamkin, Allard sont déjà jeunes, un joueur comme ça pour avoir un impact à 16 ans, si bien sûr il joue dans la Ligue l'année prochaine? Bien là, il faut être prudent. Impact, quand est-ce qu'il va avoir son impact, je ne sais pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est un exceptionnel. Il va avoir une carrière junior incroyable, lui, c'est sûr. Est-ce qu'il va débouler? Est-ce qu'il va le faire à 16 ans? Est-ce qu'il va le faire à 17 ans? Ça, je ne peux pas te le dire parce qu'on ne sait pas comment un joueur va se développer. Il y a beaucoup de bons joueurs qui ont plafonné et il y a beaucoup de joueurs qui étaient, entre parenthèses, ordinaires, qui ont éclaté. On parle de jeunes là, de 16 ans. Vous savez, 6 mois, là, ça peut faire une différence incroyable dans la vie d'un jeune de 16 ans. Il y en a, là, ils s'en vont à la fin de l'année, là, puis ils reviennent 4 mois après, là, puis ils ont pris 3 pouces, puis ils ont pris 12 livres. Là. Mais à cet âge-là, c'est ça. À cet âge-là, c'est ça. Alors, c'est sûr que Samuel, c'est pas le gars le plus imposant, mais
lui, là, quand tu parles de lui, tu ne mettras jamais comme en doute sa grandeur et son poids parce que le cerveau qu'il a est une coche au-dessus de tout le monde. Alors, c'est sûr et certain qu'on le sait que même s'il a une plus petite stature, ça va être un joueur dominant quand même parce que il y a un hockey sense, comme on appelle, au-delà de la moyenne. Monsieur Fortier, vous avez parlé tout à l'heure des points positifs qui ont quand même sorti cette saison difficile. Bon, Gilles Bilia, 17 ans, le développement des joueurs de 16 ans. Est-ce que les joueurs de 18 ans et 19 ans que vous aviez sous la main, à l'exception de Laurent Dauphin, qui avait une excellente saison, est-ce que ça n'a pas été un peu décevant? Si on pense aux attaquants, bon, les Carignan, Lépine, Boutette, qui sont normalement, on aurait dit être des joueurs importants à 19 ans l'an prochain dans le développement d'une équipe. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui ont un peu déçu cette saison et qui ont causé, dans le fond, que la saison a été plus difficile la fin que vous l'aviez anticipé? Bien, ça, c'est une vague. Hein? Tu sais, ça va, les joueurs, ça va avec le rendement de l'équipe aussi. Là. Mais tu sais, les joueurs que tu viens de nommer, c'est sûr que c'est des joueurs quand même qui ont l'importance dans l'équipe, mais tu sais, c'est pas des joueurs qu'on se disait c'est l'équipe c'est les joueurs qui vont entraîner notre équipe. Là. On parle, là, les trois que tu as nommés, des joueurs de soutien. Là. Tu sais, c'est bien plus les joueurs de premier rôle. Qui avait une importance dans cette équipe-là. Quand tu as une jeune équipe... Provencher, peut-être? Ben, tu as des joueurs... Les jeunes pour pousser étaient là. Comme moi, je disais, tu as le train, il y avait les joueurs pour pousser, et ça poussait. C'était pour tirer, bien là, peut-être que c'était un peu plus difficile ou en dessous des attentes, c'est sûr et certain. Mais comme je t'ai dit, là, on a embarqué dans un moule jusqu'au fight quand même avec les Sylvestres, avec Hudon, avec Gobeil. Tu sais, c'est quand même des gars qui tiraient bien, là, puis que tu avais tes jeunes qui poussaient. Mais c'est sûr, comme j'assume qu'est-ce qu'on a pris comme décision en tant qu'organisation. On devait prendre une décision. On savait que ça allait être plus difficile, mais tu sais, je suis pas prêt à blâmer qui que ce soit pour dire qu'il n'a pas fait la job. Là. Merci. Jean-Houl, TVA. Marc, pour revenir à Samuel Girard, parce que tu as ciblé, j'imagine, là, ce que les autres organisations qui repêchaient dans les 3 premiers pouvaient avoir comme besoin. Jusqu'à quel point tu penses avoir les arguments pour les convaincre de laisser repêcher à leur place? Sans évidemment nommer de nom, là, mais jusqu'à quel point tu penses avoir les cartes qu'il faut pour avoir une chance réelle de mettre la main sur lui? Écoute, je peux pas dire qu'on a un avantage sur qui que ce soit, là, parce que tout le monde qui a un intérêt pour lui sont tous capables d'offrir quelque chose d'alléchant à une des 3 équipes pour avoir leur choix. Tout le monde a quelque chose, mais ça dépend toujours de l'équipe qui reçoit, où sont ses besoins. T'sais, eux autres, ils ne changeront pas leur choix juste pour le fun, là. Ils vont changer leur choix si eux autres, dans l'organisation qu'ils ont, dans les éléments qu'ils ont et surtout dans les éléments manquants pour faire un step en avant, bien, c'est sûr que si nous autres, même si on les offrira toute l'équipe au complet, s'il n'y a pas de gars qui les attirent dans qu'est-ce qu'on a, je veux dire, ça ira pas avec qu'est-ce qu'on va offrir, ça va être avec qu'est-ce qu'ils vont demander. Est-ce qu'on a les éléments pour le faire? C'est comme Charles Hudon. Tu sais, Charles Hudon, là, admettons, il était échangé partout, là. Les 17 équipes, il était échangé aux 17 équipes. Mais à quelque part, il y a des équipes qui m'ont appelé, puis qu'est-ce qu'il y avait dans leur organisation qui ne convenait pas à les besoins que les Saguenayens avaient. Alors, c'est pour ça que je te dis, même si on voudra leur offrir qu'est-ce qu'on voudra, si l'autre équipe, ça ne compte pas leurs besoins, on ne sera peut-être pas dans la parade. Là. C'est parce que vos jeunes sont connus des autres organisations. Le repêchage 2013 il est encore frais. Là. Fait que ce que vous pourriez offrir à peu près de cet âge-là, les autres organisations les connaissent déjà. Vous savez s'ils les aiment ou s'ils les aiment pas. Oui, mais tu sais, nous autres aussi, il faut savoir jusqu'à quel prix, jusqu'à où on est prêt à aller pour avoir ce choix-là. Là. Tu sais, on le veut, on le voudrait, là. Mais pas à n'importe quel prix, là. T'sais, on ne donnera pas quelque chose de notre futur qu'on juge qu'il est trop important de notre futur pour ramener quelque chose d'autre. Si tu échanges un pour l'autre, tu ne progresses pas. Alors, il faut que tu puisses aller chercher un gars comme ça tout en gardant un noyau intéressant pour que tout le monde grandisse ensemble et qu'il y ait un impact favorable pour l'équipe. Mais tout a un prix dans la vie, alors c'est de savoir jusqu'où on peut aller là-dedans. Merci. Dernière question, Serge Aymon, Le Quotidien. Marc, je dois savoir juste une précision. On a parlé beaucoup de Sylvestre puis de Hudon. Au fait, tu as échangé aussi Thomas Gobeil, puis Thomas a fait quelques matchs, puis il est parti.
Est-ce que les Foreurs t'ont demandé une compensation pour cet événement-là? Puis si oui, c'est quoi? Ben oui, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'ils aimeraient ça. Mais tu sais, je veux dire, nous, là, dans la situation comme j'ai expliqué à Val-d'Or, nous, là, on l'a perdu aussi, Thomas, là. Tu sais, c'est pas comme si tu l'échanges là-bas, il veut pas se présenter. Là, tu te dis, ouais, crime, on savait qu'il allait pas se présenter ou quoi que ce soit. Ça n'a pas été ça, là. Thomas Gobeil, quand il a été échangé de Chicoutimi, était très déçu. OK? On a parlé, moi, de Pat, puis on lui a vendu le concept de Val-d'Or qui était intéressant pour lui, qui avait la chance de se rendre jusqu'au bout, tout ça. Quand il était sorti du bureau, là, honnêtement, il était pompé, en bon terme. Il arrive là-bas, il joue 4 matchs, puis il y a un conflit à l'interne, que je ne rentrerai pas là parce que je n'ai pas assez de détails, mais il décide de partir. Bien, c'est sûr et certain, tu sais, là-dedans, là, il y a un... dans la fraternité des directeurs gérants, puis dans la fraternité des organisations, tu n'es pas là pour te nuire, tu es là pour... on est partenaires dans cette ligue-là. Alors, c'est sûr et certain que on va se parler, puis on va essayer d'en venir à une friendly agreement, là, un arrangement amical où on va pouvoir trouver notre compte là-dedans. Mais comme j'ai expliqué à Val-d'Or, j'ai dit Thomas Gobeil il vous a manqué, mais il nous a manqué à nous autres aussi, là. Parce que si on n'avait pas échangé Thomas, il nous aurait rendu de fiers services jusqu'à la fin de la saison, là. C'était justement un attaquant vétéran de caractère qui amenait une dimension quand même intéressante à l'équipe pour sécuriser nos plus jeunes, justement parce que il y avait beaucoup de caractère. Alors, il nous a autant manqué qu'à eux autres. Un gros merci, Marc Fortier. Un gros merci, Patrice Bosch. Un gros merci, Laval Ménard. Et bonne chance la saison prochaine. Alors, merci d'être venu.